Donc, merci à toutes et à tous d'avoir rejoint donc, ce webinaire de formation. Alors, je suis dans un fuseau horaire très particulier. Chez moi, il est très tôt le matin au moment où je vous parle. Je m'appelle donc Daily Doro. Je suis coordinatrice internationale du Conseil des peuples autochtones et je suis membre du groupe de facilitation de la plateforme donc, pour les peuples autochtones et les communautés locales au nom de la région arctique. Vous êtes nombreux à savoir que la région arctique, notamment composée du Conseil Inuit, ainsi que d'un autre conseil de peuples autochtones. Donc nous collaborons étroitement pour travailler au nom de la région arctique. Et je le disais précédemment, alors je me trouve en Alaska, donc j'ai dû me lever à 5 heures du matin aujourd'hui pour me préparer à cette activité, donc en tant que participante au groupe de coordination. Je vais laisser mon collègue Eli se présenter. Merci Daily. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée où que vous soyez. Je m'appelle Ila Aburisk. Je suis normalement un représentant du Canada. Je me trouve à Ottawa, en Ontario, dans la capitale. Mais aujourd'hui, je participe comme représentant du groupe de travail pour l'Europe de l'Ouest, ainsi que d'autres groupes faisant partie de cette région. Ravi d'être avec vous, de participer à ce webinaire de formation. Voilà. Alors, petite information contextuelle sur la plateforme des peuples autochtones et des communautés locales et le groupe de travail sur la facilitation. Ce groupe de travail est le premier organe fondé par les Nations Unies avec une représentation égale entre États et peuples autochtones. Son objectif est d'opérationnaliser les communautés locales et les peuples autochtones donc, sur cette plateforme, plateforme créée dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette plateforme se base sur le respect et la valorisation de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les peuples autochtones sont ainsi capables de choisir leurs propres représentants dans cette plateforme, ce qui est en contraste avec le mandat donné aux peuples autochtones au sein des Nations Unies. Aujourd'hui, donc, ce groupe de travail a développé un plan d'action de 2 ans pour cette plateforme sur la base de 3 fonctions: le savoir, le renforcement des capacités et la politique climatique. La deuxième fonction, qui donc plante un peu le décor de cette activité, se concentre sur la renforcement des capacités pour l'engagement qui informe la première fonction du savoir, donc de la connaissance de ce groupe de travail. Quatrième activité donc du groupe de travail sur la facilitation, c'est une série de sessions de formation thématiques pour renforcer les capacités et engager les peuples autochtones de manière pertinente au sein des cadres onusiens pertinents. Nous voulions avoir des formations présentielles, évidemment, mais en raison du contexte de la pandémie, nous avons dû choisir ce format virtuel. Ce tout premier webinaire dans cette série se concentre sur donc, le renforcement des capacités d'acteurs étatiques au sein de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, pour obtenir les opinions, les perspectives des peuples autochtones, des leaders de ces communautés vis-à-vis du changement climatique et d'autres questions. Et à présent, je vais passer la parole à Eli. Merci, Daly. Alors, je serai très bref. Daily le disait, cette série de webinaires a pour objectif de renforcer les capacités des parties afin de mieux comprendre, de mieux communiquer avec les peuples autochtones. Vous êtes nombreux à le savoir.
Les peuples autochtones sont les gardiens de leurs terres, de leurs cours d'eau, depuis des temps immémoriaux. Donc il y a des systèmes de savoir qui sont basés sur des générations d'observation, d'apprentissage. Donc le leadership, le savoir de ces gens est crucial pour s'attaquer au changement climatique. La communauté internationale reconnaît l'importance du savoir de ces gens et de leur pertinence dans cette lutte. Lorsque nous avons créé cette communauté, cette plateforme donc de peuples autochtones et de communautés locales, nous avons ajouté une fonction de savoir pour échanger donc des opinions, des bonnes pratiques sur ce sujet, donc sur le savoir autochtone, dans le but de protéger, promouvoir, préserver donc cet ensemble de connaissances, de savoirs des peuples autochtones pour mieux lutter contre le changement climatique. Ce que j'aimerais souligner donc vis-à-vis de cette fonction de savoir, eh bien, il faut déjà créer un espace de confiance, d'inclusivité. Ma collègue parlait justement du fait que nous avons eu un grand succès avec cette représentation égale des peuples, des États et des peuples autochtones au sein de ce nouveau cadre. Cela fait bien longtemps que le savoir de ces gens est marginalisé dans les études gouvernementales, les études de recherche, et, qu'au contraire, elles sont même bafouées par le biais de politiques postcolonialistes. Mais voilà, avec cette nouvelle série de webinaires, nous espérons vraiment changer de modèle et briser le moule du vieux monde pour construire une relation de confiance entre la Convention cadre sur le changement climatique et les peuples autochtones. Donc dans cette série de 4 webinaires qui devraient se terminer avec un événement présentiel, en tout cas on croise les doigts, nous voulons vous apporter une perspective complète de ce qu'on considère comme un savoir autochtone et ce qui ne l'est pas. Alors, la Convention cadre des Nations Unies donne parfois dans ses articles des exemples de savoir autochtone dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Elle cherche également à trouver de nouvelles opportunités de collaboration. Donc, durant le reste de ces webinaires, nous inviterons des orateurs, oratrices qui proviennent des 7 régions de peuples autochtones avec lesquelles nous communiquons dans ce cadre pour voilà, garantir des perspectives très variées, bien que nous allons écouter les opinions de... Enfin, nous n'allons pas nécessairement écouter les 7 régions lors de chaque webinaire. L'idée est tout de même que tout le monde ait son mot à dire durant toute cette série de webinaires. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons écouter 4 de ces régions, de ces peuples autochtones. Alors bien sûr, ce sont à eux et à elles de s'exprimer là-dessus. Ce n'est pas à moi d'en parler, évidemment. Je voulais simplement souligner, avant de terminer, que il est bien sûr crucial d'être engagé et de dialoguer avec ces personnes. Il faut évidemment pour cela aussi reconnaître leurs droits. C'est une condition absolument cruciale. Ces droits ont été articulés dans diverses déclarations, notamment la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, ainsi que d'autres textes du même type qui constituent le socle de ce partenariat. Donc il faut donc reconnaître, souligner l'existence de ces droits, mais également étendre leur compréhension, leur connaissance, et puis souligner l'importance du consentement de ces peuples à l'utilisation de leur savoir. Il faut reconnaître donc le droit collectif de ces peuples en tant que détenteurs de savoir et qu'acteurs de lutte contre le changement climatique. Voilà, je voulais souligner simplement ce point-là. On va pouvoir lancer nos discussions à présent. Je te rends la parole, Deli. Merci, Eli, merci d'avoir souligné ce cadre des droits humains au sein duquel nous voulons demeurer, pas simplement pour cette activité-là, mais pour toutes les activités qui concernent les peuples autochtones dans le cadre de la CNUC, de la Convention cadre. Alors, ce que nous cherchons à savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on appelle un savoir
autochtone, quels sont les éléments centraux de ce savoir autochtone et pourquoi il est essentiel de rester dans un cadre des droits humains pour en parler. Également, où pouvons-nous trouver des références spécifiques au savoir autochtone dans le monde du changement climatique? Nous voudrions souligner ici que nous ne voulons pas traiter le sujet du savoir local dans ce webinaire et même dans cette série, puisque nous estimons que les peuples autochtones ne peuvent parler que de leur propre savoir, mais ne peuvent pas s'exprimer sur le savoir des autres, tout simplement. Donc, nous engageons tous les participants à consulter le site et le portail bientôt ouvert en ligne pour se renseigner sur tous les concepts, informations centrales au contenu de ce webinaire. J'aimerais également souligner que nous invitons également les participants à partager autres types d'informations sur le savoir autochtone, sur le changement climatique, afin de nous assister, d'alimenter ce débat et de souligner l'importance du savoir autochtone vis-à-vis du changement climatique, et de souligner également l'importance de la valorisation, de la préservation des droits des peuples autochtones et de leur savoir très important. Donc voilà. Et donc, c'était voilà un propos d'introduction pour lancer ce premier atelier webinaire sur une série de 4. Nous allons brièvement décrire un peu le format et puis nous allons passer très vite aux présentations. Alors pour le format de ce webinaire, eh bien, nous allons effectuer des présentations de 10 minutes pour chaque donc, expert autochtone. Nous avons invité 4 de ces personnes aujourd'hui. Cela sera suivi par une session de questions-réponses, des questions posées par nous-mêmes, par les facilitateurs et facilitatrices. Et bien sûr, évidemment, toute question est mise dans le chat. Et puis nous synthétiserons ces réponses et terminerons la session. Petit rappel, nous vous encourageons à utiliser le chat pour poser des questions, mais nous vous demandons, tout cela étant dit, de vous en tenir au sujet du savoir autochtone. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une session d'introduction à un ensemble d'activités beaucoup plus larges, notamment les 3 webinaires restants sur le savoir autochtone. Et en ce qui concerne de l'organisation des 3 sessions à venir, eh bien, nous voulons nous assurer que les 3 autres régions autochtones dont nous parlions pourront s'impliquer, donc en plus des 4 actuelles. Voilà, je me tourne à présent vers nos présentateurs, présentatrices. Le premier, c'est un ami de longue date que je n'ai pas vu depuis des décennies, donc c'est une collègue, Naomi. Elle est Maasai, formation d'anthropologue. Dr Kipuri a été bénéficiaire du Fonds volontaire des Nations Unies pour les peuples indigènes et donc experte sur les questions du savoir autochtone. Son action dans ce domaine sur le continent africain comprend du travail dans les ONG, de la mobilisation des communautés, des projets de recherche. Elle a été membre expert du groupe de travail sur les peuples autochtones pour la Commission africaine sur les droits humains et a entrepris de nombreuses missions sur le terrain. Elle est actuellement présidente d'une task force sur l'héritage culturel où elle documente des institutions culturelles afin de créer un musée et un centre culturel pour une région donnée. Elle est également fondatrice d'un institut qui souligne l'utilisation saine de la terre et des ressources d'une manière responsable. Elle est également directrice exécutive de la Société pour la culture autochtone. Elle encourage la production et la documentation de documents d'intérêt humain. Je suis ravi de vous donner la parole, Dr Kipuri,
Merci de nous donner vos perspectives sur le savoir autochtone. Vous avez à présent la parole. Oui, merci à tous. Bonsoir. En tout cas, chez moi, c'est le soir. Il est 6 heures dans mon créneau horaire. Et je suis contente de revoir Delia après tant d'années. C'est agréable de se connecter avec tout le monde pour parler de ce sujet. Comment est-ce que je peux dire ça? L'angle des droits de l'homme ici est en lien avec dans le fait que dans ma partie de ma région du monde, dans ma région du monde, les régions, les communautés autochtones, voilà, ont été dans des régions minoritaires et à isoler. Oui, voilà, les ressources ont été menacées par le changement climatique. C'est important puisque les droits de l'homme ont été violés et ces régions, ces communautés sont beaucoup plus vulnérables. En Afrique, les communautés autochtones ont été repoussées par les politiques du gouvernement ou par les communautés beaucoup plus nombreuses dans les mêmes régions. Les terres sont des terres fragiles et par conséquent, à cause de cette exclusion économique, politique, etc., eh bien, ces communautés sont exposées au risque, elles perdent leurs moyens de survie. Les problèmes de définition, de la connaissance des savoirs autochtones. En Afrique, certaines communautés locales se retrouvent dans la même situation que les peuples autochtones, donc plutôt pour les savoirs locaux, mais et dans ce cas-ci, je trouve que la définition que l'on a choisie pour les connaissances, pour les savoirs autochtones sont très intéressantes, pardon. L'innovation, les pratiques des communautés autochtones dans le monde entier, si elles ont été développées par des expériences qui ont collectées au cours des siècles et ont été adaptées aux cultures locales et à l'environnement. La connaissance traditionnelle est transmise oralement, principalement, de génération en génération, et doit être collective et partagée par les membres d'une communauté particulière. Et ça prend la forme d'histoires, chansons, le folklore et les poèmes, les proverbes, les valeurs culturelles, les croyances, les rituels, les lois de les communautés, les langages et les pratiques, en ce compris le développement des plantes, des espèces, la connaissance, par exemple dans l'agriculture, la pêche, la forêt, la gestion de la nature en général. C'est comme ça que l'on comprend les savoirs autochtones. C'est sa définition. Le point suivant, c'est les éléments clés des savoirs autochtones. Voilà, je le vois. Il y a tous les aspects de la vie, la spiritualité, l'histoire, les pratiques culturelles, les éléments sociaux, les grisons, etc. Une combinaison d'attributs, y compris l'adaptation. Pour la survie, voilà, on doit s'adapter. Pour survivre, on doit s'adapter à notre environnement naturel. Et ça se base sur des expériences historiques. On s'adapte à la situation sociale, économique, spirituelle et naturelle. Les peuples autochtones s'adaptent à leur environnement pour survivre et s'assurer que leurs moyens de survie sont protégés. Le savoir autochtone a différents attributs.
En plus de s'adapter, ça se transmet de génération en génération. On passe d'une génération à l'autre et c'est en proximité avec la nature. Les plus âgés passent le savoir aux plus jeunes, aux enfants, puisque les générations se succèdent. C'est aussi dynamique. Le savoir est dynamique. Ce n'est pas statique. Et c'est développé et c'est adapté au cours des centaines et des milliers d'années. Une condition s'est changée, eh bien le savoir autochtone se change avec les conditions, puisque cela dépend de la condition de la communauté. C'est aussi holistique. Tous les aspects de la vie sont interconnectés. Ça fait partie d'un tout. Holistique dans le sens que ça ne se concentre pas sur un aspect, tout est entrelié. Ce n'est pas vraiment non plus ça ne cherche pas à contrôler la nature, mais plutôt ce savoir cherche à vivre en harmonie avec la nature. Je me souviens, j'ai fait un voyage avec ma mère et elle a regardé un arbre avant de couper une branche et j'ai demandé pourquoi est-ce que tu blesses cet arbre et elle m'a dit je vais d'abord demander permission, je vais demander la permission à l'arbre pour couper une branche. Mais voilà, cette phrase résonne encore dans ma tête puisqu'on doit vraiment respecter la nature. Voilà, elle a demandé la permission à la nature pour couper une branche puisque l'arbre a cette capacité de régénération de la branche et ma mère ne pouvait pas nourrir ses enfants sans cet arbre, sans cette branche de l'arbre. Donc, on ne cherche pas à contrôler la nature, mais on veut vivre en harmonie avec elle. C'est aussi intergénérationnel. Ce savoir se transmet de génération par la langue, les cérémonies, les histoires. Certains éléments certains éléments du savoir de la communauté reflètent les moments durs de la communauté. La communauté a toujours fait passer ce savoir à travers les générations, même quand c'était parfois compliqué. C'est aussi d'une certaine valeur. C'est la clé pour le développement durable, économique et social. On ne peut pas dire ça a de la valeur et ça n'en a pas. Tout est interconnecté, tout a de la valeur. C'est aussi irremplaçable. Une fois que l'on perd ce savoir autochtone, eh bien, on le perd pour de bon. On ne peut pas le retrouver ailleurs, à moins qu'il ne soit par écrit. Mais ce savoir est là et soit on en est conscient, soit on ne l'est pas. Par exemple, en Afrique, on n'a pas pu toujours enregistrer ces parties du savoir. Il y a aussi une morale qui interagit avec la nature et la notion de responsabilité est aussi clé. Il y a aussi la notion de respect de la nature et ça permet de garder l'équilibre pour que ces interactions entre les êtres humains et la nature puissent poursuivre. Cette relation doit exister sans pour autant que l'un ou l'autre soit détruit. Ce n'est pas linéaire, mais c'est plutôt cyclique. Ce n'est pas une ligne droite, mais c'est plutôt un cercle. La plupart du temps, ce savoir est détenu par les plus âgés. C'est le cas en Afrique. Et ce serait plus efficace si les plus âgés avaient un moyen plus durable de transmettre le savoir avant qu'il ne disparaisse. En Afrique, on dit que quand une personne âgée s'en va, eh bien, son savoir s'en va avec lui et il faut trouver de manière durable de passer le savoir. Et ça se transmet de manière orale. Un autre élément, il y a la responsabilité, la spiritualité, c'est unique, c'est valable, il n'a pas besoin de validation de la part de la science occidentale. Les personnes vont à l'école
et on vous apprend les choses, on vous inculque un savoir et vous devez oublier le savoir que vous aviez avant pour pouvoir aller à l'école. Et dans le processus, vous pensez que vous ne connaissiez rien avant. Les enfants vont à l'école et ils pensent qu'ils ne savent rien et qu'ils vont là-bas pour apprendre tout. Encore une fois, une personne a dit que qu'il voulait garder l'enfant soit intelligent, s'assurer qu'un enfant ne perde pas son intelligence quand il va à l'école. Quand les personnes vont à l'école, certains pensent que quand les enfants vont à l'école, ils perdent leur savoir autochtone. Voilà, quand on va à l'école, on perd parfois beaucoup de choses. On pense qu'on revient et qu'on a appris tant de choses, mais on a également perdu beaucoup d'éléments. Alors qu'on en a besoin. On a besoin du savoir que l'on a perdu pour pouvoir survivre. En plus partie en Afrique, des peuples autochtones, eh bien, des personnes, la situation, pardon, n'a pas changé depuis l'enfance, par exemple, la disponibilité de l'eau, à l'eau, etc. Il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas d'électricité, tant d'éléments de la vie moderne qui manquent. Donc, on a besoin de ce savoir autochtone pour qu'on l'on puisse vivre avec la nature, puisqu'il y a des circonstances qui changent avec le changement climatique. C'est essentiel de rappeler au monde que le savoir autochtone est essentiel. Et on doit partager avec le monde, pas simplement pour les communautés autochtones, mais on doit partager ce savoir avec le monde. Et je pense que toutes les communautés ont des différentes manières de se relier à la nature. On est tous, mais toutes ces communautés sont vraiment proches de la nature. Je me souviens quand je suis allée en Tanzanie dans une communauté, on a pris beaucoup de temps pour se rendre là-bas, pour arriver dans la communauté. Et on me disait tout le temps, on est presque là, on est presque là. Et une personne de la communauté a dit, vous saurez quand vous arriverez, puisque l'on ne coupe pas les arbres. Avant que l'on arrive à destination, eh bien, on avait coupé les arbres. Les arbres étaient tombés. Et dans la communauté, ils ne coupent pas l'arbre, ils coupent les branches, par exemple. Et donc, il faut qu'on sache que pour sauver la planète, il faut préserver le savoir autochtone, puisqu'ils savent comment préserver la nature. Par exemple, ils respectent la connaissance. Ce n'est pas simplement les pratiques, ils respectent le savoir pour protéger la nature, en particulier dans ces conditions changeantes. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Peut-être que je devrais m'arrêter ici. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Naomi. Merci pour ces références aux personnes plus âgées. Par exemple, les plus âgés qui voulaient empêcher que les enfants à l'école. Et ce qui est important, ce qu'il faut garder, c'est le message de protection du savoir autochtone et de protection de la nature. On doit protéger les deux. Donc maintenant, je vais présenter Namin, qui est une personne autochtone de Myanmar. Depuis 2013, elle est la directrice de la promotion des points de la nature et autochtone. Non, la nature ensemble, l'acronyme POINT, une organisation qui est menée par des peuples autochtones qui travaille avec et pour les peuples autochtones au Myanmar. Elle est membre du pacte des communautés autochtones en Asie. Elle représente également une organisation qui est basée en Thaïlande. Elle a un master en art et en développement international et un diplôme en politique environnementale. Namin est engagée dans dans des organisations qui cherchent à promouvoir les droits des peuples autochtones au niveau national et international.
On est très, très heureux de l'avoir avec nous et je vous donne la parole pour que vous puissiez nous faire part de vos connaissances en matière de savoir autochtone. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez m'entendre. Merci pour cette introduction. Vous pouvez m'appeler II si vous préférez. Merci d'avoir souligné mon travail avec les peuples autochtones. Je voudrais vous parler du savoir autochtone qui est essentiel pour nos peuples autochtones. Tout d'abord, je voudrais définir le savoir autochtone. Je pense que ça a été couvert par Naomi, la première oratrice, mais il est très essentiel de savoir que ce savoir est important et fait partie de notre héritage culturel et intellectuel et il passe de génération en génération. Cela fait partie de nos lois traditionnelles. Ça fait partie de notre culture, de nos croyances et ça fait partie inhérente de notre identité. Il y a différentes manières de le reconnaître, mais ici, je voudrais insister sur ce qui est différent par rapport au savoir autochtone. Ce sont des savoirs qui appartiennent aux peuples autochtones et si le savoir n'appartient pas à ces peuples, eh bien, ça tombera dans le domaine public. Ça fait partie de notre connaissance traditionnelle. Pour nous, le savoir autochtone, c'est notre savoir et je voudrais le définir d'une manière assez simple. Quels sont les éléments clés du savoir autochtone? Eh bien, je pense que ça a également été couvert lors de la première présentation, mais je voudrais dire que ça fait partie de notre quotidien. On l'utilise tous les jours dans notre style de vie. Et cela fait partie de par exemple, de processus de guérison, de la façon dont on soigne notre santé, ça fait partie de notre vie sociale, de la façon de nos comportements sociaux, comment on prend soin des ressources naturelles, comment on prend soin de nos forêts. Voilà, la façon dont on prend soin de l'environnement, c'est le but du savoir. Par exemple, comment cultiver, comment planter, comment se nourrir. Et donc, tous les points tous les aspects de notre vie. Et la spiritualité également, la gouvernance, donc, tout est relié et a trait au savoir autochtone. Ça nous aide dans notre processus de prise de décision et dans notre vie au quotidien. Et à cause des changements, les changements climatiques, on remarque que ça évolue tout le temps. J'aimerais à présent parler du cadre des droits humains dans notre pays. Donc, pour me donner un exemple, donc sur Myanmar, la plupart des lois actuelles ne font pas directement référence aux lois autochtones et coutumières, mais il y a toujours un élément de savoir autochtone. Donc, notamment, il y a une loi sur la propriété intellectuelle des peuples autochtones à Myanmar. C'est également inscrit dans les contributions déterminées nationalement à Myanmar, donc pour les technologies autochtones. Mais il n'y a aucun élément spécifique qui traite le savoir autochtone à Myanmar. En tout cas, c'est ce que nous avons réalisé jusqu'ici. Nous espérons que cela va changer à l'avenir. Et dans le cadre également du protocole de Nagoya, il y a un élément inscrit aussi vis-à-vis du savoir autochtone, mais nous essayons dans tous les cas de travailler à l'inclusion d'un élément qui concerne la protection du savoir autochtone dans ces processus. Nous essayons un peu de créer des liens entre les différents pays qui incluent ce type d'éléments dans le droit. Voilà. Alors moi, ma préoccupation dans le cadre des droits humains sur ce sujet, c'est que de nombreux pays en Asie, et Myanmar inclus,
ne reconnaissent pas suffisamment les peuples autochtones, puisque finalement on considère que voilà tout ça remonte à une histoire précoloniale et que la personne ne s'intéresse vraiment ou à l'importance de cet héritage autochtone. Donc c'est ce qui nous préoccupe et principalement du coup dans le cadre des droits humains dans les pays en Asie. Alors je voulais donner, il y a beaucoup d'exemples à donner, mais je voulais en citer un ou deux. Moi, plus je m'informe, plus j'apprends évidemment, mais je voulais reprendre un exemple assez parlant. Alors je donne d'ailleurs un lien vers un site pour votre information, mais l'idée ici c'est de vous montrer un exemple donc de savoir sur cette photo que vous devriez voir. Voilà, en matière donc d'adaptation au climat. Ici, vous avez un plan de construction de maisons, par exemple. Il y a de nombreuses restrictions dans notre pays pour construire des maisons. S'il y a, là sur l'image, la rivière ressemble à un serpent, par exemple. Et malheureusement, pour de nombreuses personnes, en fait, si la rivière a ce type de forme, personne ne voudra construire là-dessus, puisque les peuples autochtones, en tout cas, se sentent très préoccupés par cela. Et donc, il y a ce manque un peu il y a ce problème de communication là-dessus. Donc, beaucoup de gens vont refuser de construire sur ce type de zone. Et ici, il y a une liste de 13 choses à droite, 13 croyances principales. Si l'une de ces choses arrive à une personne, donc autochtone, c'est un signe annonciateur de désastre. Ça, c'est une croyance très, très forte. En raison de nos expériences, donc ces éléments, ces 13 croyances font partie de notre culture, mais on nous fait comprendre finalement que voilà, entre ces 13 éléments différents, selon que vous en connaissiez un seul ou plus, ou 7, 8, 9, alors la nature du désastre change. Et c'est ce qui arrive pour nous avec le changement climatique, avec les tremblements de terre, les problèmes par exemple liés aux rats. Si par exemple les rizières commencent à rougir, si les fleurs de bambou n'éclosent pas correctement, tous ces éléments sont inscrits dans un système, enfin dans un savoir autochtone qui, pour nous, est annonciateur justement du changement climatique. Ça fait partie intégrante de notre système de savoir. Un autre exemple d'un groupe autochtone ici, alors il y a beaucoup de groupes, hein, particulièrement en Asie, c'est extrêmement riche en matière de groupes autochtones. Et la relation avec l'environnement est extrêmement riche. Il y a énormément pour nous de manières justement d'assister dans ce processus de lutte contre le changement climatique. Et je veux vraiment souligner cela. Autre chose, nous parlons donc beaucoup de l'adaptation. Et justement, en matière d'atténuation, je peux donner l'exemple d'une question qui est très débattue à tous les niveaux. Je parle donc du changement des méthodes de culture des terres. Et on peut même en parler vis-à-vis du Covid. Hein. On peut penser par exemple des endroits où on ne fait pas de monoculture, on mélange les graines par exemple. Par exemple, dans les zones où il n'y a que des monocultures, en période de Covid encore plus, c'était très dur d'avoir accès à des produits différents, mais il y a des gens ici qui vivent dans des zones où justement où on cultive absolument tout, où on peut avoir accès à beaucoup de choses sans forcément avoir un supermarché. Donc voilà, il faut garder ce type d'autonomie. Les peuples autochtones continuent d'adapter leurs pratiques
notamment de cultivation. Mais nous sommes très préoccupés par la tournure que prend le débat, parce qu'il y a un débat justement sur le mode de vie. Le gouvernement d'ailleurs légifère là-dessus et pas à notre avantage. Donc voilà, ça peut être une mesure d'atténuation du changement climatique qui est informée par le savoir autochtone. Je pense au programme RED+, par exemple, qui sont mis en œuvre dans différents pays. C'est dans ces pays qu'il faut alimenter ce débat sur le savoir autochtone, sur les moyens de subsistance de ces groupes qui sont liés à cette action contre le changement climatique. Autre chose que je veux souligner, c'est la connexion très forte que nous avons avec la biodiversité et le savoir autochtone. Tout notre savoir parle justement constamment de plantes, de différents animaux, du rôle qu'ils jouent. On dit souvent, si vous avez un chat et un chien chez vous, par exemple, vous ne mourrez jamais de faim. Donc on estime que si vous avez certains animaux dans votre maison, eh bien c'est une garantie contre l'insécurité alimentaire. Alors, ici sont deux autres éléments que je veux souligner. Donc ces deux groupes autochtones précis. À gauche, c'est une communauté, c'est un groupe ethnique. À droite, en est un autre, donc deux groupes ethniques du Myanmar. Eh bien, ici, par exemple, lorsqu'une femme accouche, il faut utiliser certaines plantes particulières pour rétablir la santé de la mère. Donc ici, voilà, ce sont des fruits, des végétaux extraits de la forêt qui c'est un élément clé de leur savoir autochtone qui, par exemple, sert de médecine. Donc voilà un exemple de l'importance des systèmes de savoir autochtone. Alors j'ai produit certaines recommandations. Alors je ne pourrais vraiment pas couvrir tout le savoir autochtone sur différents sujets parce que nous n'avons pas assez de temps, mais je suis surtout là pour donner des exemples, souligner le fait que nous voulons faire partie de cette lutte mondiale contre le changement climatique. Disons toujours la pensée mondiale, agir local. Donc c'est bien, là on ne peut pas simplement penser mondial, il faut aussi agir sur le local. Et justement, c'est à l'échelle locale que les autochtones sont présents. Nous voulons les inclure. Nous avons donc produit certaines de ces recommandations ici. Par exemple, voilà, elles ont été soumises auprès de la CNUC, ces fameuses recommandations. Nous apportons une opinion asiatique dans ce cadre. Ça fait de longues années que nous sommes engagés dans les processus de la CNUC. Donc il y a un espace de plus en plus, c'est un espace assez limité qui est donné donc aux peuples autochtones dans cette lutte, mais nous voulons élargir cet espace et contribuer à la solution. Nous voudrions aussi être reconnus comme partenaires dans la protection de la biodiversité et dans les actions climatiques. C'est très très important pour nous, puisque, encore une fois, il faut agir au niveau national et au niveau local. Donc, nous espérons pouvoir établir des plateformes de discussion sur le changement climatique au niveau local et national. Nous avons la plateforme LCIP d'ailleurs qui peut faire un lien entre le local et le national. Et je le disais auparavant, les contributions déterminées nationalement, alors en l'état, elles ne font aucunement référence au rôle des personnes autochtones, ni à leur savoir. C'est pour ça que lorsque les pays révisent leur CDN, il faut justement inclure cet élément des peuples autochtones et demander leur participation. Et quand je parle des peuples autochtones, je veux souligner aussi l'importance des femmes. Ce sont principalement elles qui transfèrent le savoir à leurs enfants, donc elles jouent un rôle très important. Les jeunes aussi, ils doivent apprendre, on ne peut pas laisser ces savoirs disparaître. Évidemment, les personnes en situation de handicap aussi, qui sont très importantes. Et enfin, la terre. Sans terre, il n'y a pas de moyen de subsistance. On ne peut pas entretenir nos connaissances, notre savoir. Donc,
Il est également très important de garantir, sauvegarder le savoir autochtone. Et pour cela, il faut un droit foncier coutumier, des systèmes de gouvernance autochtones qui soient respectés à tous les niveaux. Autre recommandation donc. Alors au niveau de l'Asie, nous avons récemment établi l'ICAP, une organisation sur les peuples et les savoirs autochtones d'Asie, donc pour un peu collecter ces différents savoirs, les documenter et faire un plaidoyer dessus. Je partage le lien vers cette plateforme dans ma présentation si vous voulez consulter cela. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Donc, merci Darblut, comme on dit chez moi. Vous voyez un homme sur cette image. Qu'est-ce qu'il fait? On ne peut pas vraiment en parler tout de suite, mais si vous pouvez deviner ce qu'il fait, alors la réponse est déjà écrite en birman à l'image, mais voilà, si vous pouvez deviner, c'est encore mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ça sert à quelque chose de très particulier. Voilà. Petite question. Voilà, merci beaucoup. C'est le moment d'agir ensemble. Quand on parle de changement climatique, on parle d'action ensemble, en collaboration. Donc voilà, nous vous proposons de faire partie de ce mouvement. Donc contribuons à l'implication des peuples autochtones dans cette lutte. Merci. Merci. C'était une excellente présentation. J'ai vraiment particulièrement apprécié cette dernière diapositive sur l'engagement et l'implication des peuples autochtones dans les processus nationaux, notamment avec les plans d'adaptation nationaux, les CDN. Voilà, ce sont des éléments clés effectivement que tu as soulignés dans cette présentation. Alors, nous tournons vers Victoria Bushman à présent, qui sera notre prochaine oratrice. Voilà, je vais vous présenter un petit peu Victoria. Ah, excusez-moi. Elle est donc, c'est une biologiste inuit qui vient à l'origine d'une petite ville au nord de l'Alaska. Je suis vraiment désolé pour ma prononciation. Je vous demanderai de me corriger. Alors, elle travaille sur des plans de conservation de l'eau et des espèces dans la zone arctique, dans les terres des Inuits. Et elle travaille notamment dans un conseil de responsables Inuits. Elle siège dans un groupe de travail sur la faune et la flore de cette région. Elle fait partie du Conseil arctique. Elle habite à Nuuk, au Groenland. Son travail et sa recherche se concentrent sur la promotion des partenariats entre les communautés autochtones, le partage des connaissances et l'amélioration de la gouvernance pour développer des efforts de conservation basés sur la collaboration dans la région arctique et donc au bénéfice des peuples autochtones de la région. Voilà, je me tourne à présent vers Victoria. Merci pour votre participation. Merci Eli pour cette introduction. Je m'appelle Victoria Kotok-Bushman. Donc je viens d'Alaska. Je vis à présent au Groenland. Donc je vous appelle d'ici. Là, ici, il est 1h de l'après-midi. Alors, je vais faire ce que je peux pour être assez brève, mais en même temps très descriptive. Je suis ravi d'être avec vous pour partager la perspective inuite. C'est un petit peu délicat, hein, parce que vous savez que en fait, les Inuits appartiennent aujourd'hui à 4 pays différents, à Alaska, Groenland, Danemark et Russie. Donc voilà, nous avons des caractéristiques ethniques très similaires les uns les autres, malgré les frontières nationales différentes.
durant ce changement climatique, cette lutte, on nous a de plus en plus demandé donc de nous impliquer sur les questions de gouvernance et de changement dans l'Arctique, puisque l'Arctique se réchauffe 6 fois plus vite que la moyenne mondiale. Donc voilà, nous entrons dans une nouvelle période où de plus en plus d'acteurs se tournent vers nous. On nous demande de donner du temps, du travail et du savoir à cet effort mondial. Moi, je suis biologiste de conservation, donc je parle beaucoup plus de biodiversité au sens large, mais je ferai de mon mieux pour rester la plus holistique possible. Il a mentionné que je travaille pour le conseil Inuit du cercle polaire comme consultante. J'ai un nouveau projet dont j'aimerais vous parler, qui est un projet d'engagement. Donc, il s'agit de collecter toutes les orientations, droits et lois coutumières inuites pour voilà, les mettre au bénéfice de la communauté. Ce projet a 1 an environ et les perspectives que je partage avec vous aujourd'hui proviennent en fait de mon travail en tant qu'Inuit et comment nous, Inuits de ces 4 pays différents, nous voulons nous engager dans cette lutte, particulièrement au niveau international. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, eh bien, je vais parler de notre perspective autochtone. Pour nous, ce savoir inuit, peu importe le nom qu'on lui donne, c'est un système de connaissances qui est très vivant en fait et évolutif puisqu'il vit au sein de chaque personne. Hein. Il y a des sites, des recueils notamment de ces savoirs que l'on peut consulter facilement en tant qu'Inuit. Mais ces recueils en fait ne sont pas des tiroirs ou des dossiers, ce sont des individus en fait. Hein. Et évidemment, c'est peut-être un peu plus délicat d'aller ouvrir ce tiroir et de consulter l'information, puisque voilà, c'est un dialogue qu'il faut avoir avec les gens pour consulter ces connaissances. Elle n'est pas détenue par l'individu, elle est détenue collectivement par des communautés, des régions. Ce savoir est extrêmement descriptif et informé sur l'environnement, la culture, sur les valeurs sociétales. Même nos valeurs sont considérées comme faisant partie de notre corpus autochtone. Nos valeurs nous disent comment interagir avec le monde, la société, nous encouragent à vivre de la manière la plus durable possible. Comme avec le cas de Nayaimin qui parlait de ses valeurs aussi. En tout cas, nos valeurs nous encouragent à vivre de manière durable. Nos systèmes de savoir nous permettent également de mieux comprendre, par exemple, la physique et la biologie de base. On parvient parfois à détecter, prévenir certaines choses grâce à ces savoirs. Nous pouvons aussi mieux gérer, protéger la vie sauvage. C'est extrêmement pour nous à cette période particulièrement. Voilà, ce savoir autochtone nous sert à prévenir. Notre système a une validation, c'est un process de révision par les pairs, des pratiques culturelles et des échanges intergénérationnels pour que notre système du savoir soit complet, par exemple pour rassembler les savoirs du passé, et on est très bon aussi pour inclure de nouvelles informations. On s'adapte extrêmement vite. C'est un large groupe d'informations qui remonte à des milliers d'années. Et ça fait partie de notre système de savoir et cela montre que certains éléments remontent à des milliers d'années. Certaines choses qui sont importantes pour nous, pour le savoir autochtone, en particulier puisque l'on doit beaucoup plus interagir, c'est que la sécurité et la longévité de notre savoir fait partie, ce sont les pierres angulaires de notre savoir, c'est critique, ce sont des discussions que l'on doit avoir et c'est essentiel puisque l'on veut partager notre savoir, sans interagir avec le monde, eh bien c'est notre savoir, on doit savoir comment
cette connaissance est utilisée, savoir comment on est impliqué dans ce processus. C'est vraiment essentiel pour nous alors que l'on va de l'avant. Il y a certaines choses que le savoir autochtone n'est pas. Dans les recherches, on voit qu'il y a des personnes qui pensent que notre temps et notre travail signifient que l'on contribue au savoir autochtone. Par exemple, les projets de contrôle et de suivi des communautés. On peut peut-être faire le travail, on fournit beaucoup de données, mais ça ne veut pas dire que l'on contribue au savoir autochtone. Ou par exemple, on ne peut pas dire que l'on a utilisé le savoir autochtone dans le processus. Tous les membres de la communauté doivent être au courant de ce qui se passe lorsqu'il y a des études du genre. D'autres exemples maintenant, application du savoir autochtone, en particulier dans ma région. Par exemple, il y a un exemple qui vient du Canada. Il y a un biologiste qui était dans notre région et il voyait un comportement inhabituel des ours et il revenait sur Terre et mangeait une grande quantité d'herbes, de végétaux et ils ont déduit que c'était un comportement parce qu'ils avaient faim. Et la communauté savait que ce n'était pas vrai. Et les indigènes de la région ont pu partager des informations essentielles du comportement des ours polaires, qui c'est typique de la région. Et c'est en fait parce que lorsque les ours vont donner naissance, vont mettre bas, ils consomment du lichen. Et je le mentionne parce que on apprend encore beaucoup de notions de base de la biologie et qui nous vient de ce savoir autochtone. Aussi, ces conclusions dans la recherche ont un impact sur notre vie au quotidien. Donc, c'est essentiel que l'on soit certain que l'information que l'on obtient de la science et de la recherche, par exemple, qui vont influencer la politique en matière de gestion de la population des ours. On doit savoir que cette information qui fonde les politiques sont vraies, puisque, comme on le sait, les scientifiques parfois se trompent. Et c'est essentiel que les membres de la communauté soient impliqués dans ce type de travail. Il y a d'autres éléments, par exemple, les maladies, par exemple, avec le choléra. Il y a une étude, par exemple, qui est menée au Canada, mais il y a des exemples concrets qui montrent que le savoir autochtone est beaucoup plus descriptif et peut être utile à des fins scientifiques. Et pour terminer, on aura peut-être d'autres occasions de discuter de l'application du savoir autochtone, mais je voudrais simplement dire que je suis reconnaissante et les Inuits sont très reconnaissants que les Nations Unies, s'impliquent dans ce travail et sont impliqués dans le sujet des populations autochtones de manière respectueuse. Donc, un tout grand merci. Merci Victoria pour cette présentation. Juste pour partager, on s'est compris, les exemples de l'ours polaire étaient vraiment très probants. C'est un très bon exemple. C'est facile à comprendre et on peut bien comprendre la distinction. J'ai noté pas mal de choses sur qu'est-ce que le savoir autochtone. S'assurer que les communautés soient impliquées, les membres de la population autochtone soient impliqués dans les études de suivi et de recherche sur les communautés. Une autre opportunité serait peut-être de faire un commentaire sur les plusieurs questions qui ont été posées. Il y a eu une question sur le partage du PowerPoint, de II. Voilà, on peut partager. Est-ce qu'on peut partager cette information? II.
Oui, bien sûr, je suis ravie de pouvoir le partager avec vous. J'ai mis plusieurs liens également pour que vous puissiez faire plus de recherches, mais tout ne sera pas disponible en anglais puisque certains liens sont dans notre propre langue. Et je voudrais également souligner le fait qu'il y a deux parties. Une partie, c'est que pour nous, pour le changement climatique, on veut vraiment participer et participer, par exemple, à des projets tels que cette plateforme. Et on a déjà participé à certaines conversations, discussions sur la confidentialité, puisque dans certains cas, quand on parle de savoir autochtone, on sait que la confidentialité est clé, est essentielle, en particulier lorsqu'il s'agit des conventions sur la diversité biologique. Et donc, il est essentiel d'avoir un processus transparent. Et c'est une approche en deux temps. Tout d'abord, participer au savoir autochtone dans les actions climatiques et lorsqu'il s'agit du bien-être de quelqu'un, pour le bien d'une personne, eh bien, on, on doit avoir un bon processus, on doit être tous d'accord, par exemple, dans l'utilisation de ce savoir autochtone en respectant la confidentialité. Pour nous, c'est clé. Merci beaucoup. Mais mon PowerPoint, pas de confidentialité, on peut le partager. Non, pour le moment, ce serait peut-être utile de revenir sur les questions clés, mais avant cela, on pourrait demander à Naomi, Victoria et II savoir s'ils ont d'autres commentaires, observations dont ils voudraient nous faire part avant de répondre aux questions qui sont dans le chat. Voilà, je voulais simplement dire qu'il y a il y a beaucoup d'exemples. On a un petit peu pressé par le temps et je suis sûre on peut tous penser à de nombreuses choses. Par exemple, quelque chose qui est très urgent, c'est il y a beaucoup d'extraction de ressources naturelles ici dans l'Arctique, beaucoup d'exportations et avec le changement climatique, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu pour savoir comment on veut gérer, nous, ces choses-là. Par exemple, quels sont les refuges pour la vie, pour la faune, comment gérer les zones protégées. Il y a un autre encore qui est un autre aspect qui est discuté entre le Groenland et le Canada, c'est la dernière région de glace. C'est donc une région arctique qui est ouverte pendant l'hiver et la faune, voilà, tous les animaux vont là-bas, beaucoup d'espèces en danger. Il y a beaucoup d'efforts inuits, beaucoup de projets inuits qui sont dirigés, qui sont dans qui vont dans cette direction, par exemple, identifier les endroits pour que les animaux ou les habitants puissent poursuivre leur activité culturelle là-bas. On verra peut-être 3 ou 4 nouvelles régions protégées au Canada et dans l'Arctique au cours des 10 prochaines années. Il y a beaucoup de travail qui est en cours, non seulement identifier les problèmes, mais également ce travail d'adaptation et problèmes politiques, par exemple. On pense à tout ça. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu pour le moment partout dans le monde, et en ce compris en Russie. Merci beaucoup. Naomi, est-ce que tu veux également partager un exemple en réponse à la question posée dans le chat? Oui, il y a beaucoup d'exemples effectivement qu'on peut citer. Des cas de violation des droits humains qui
affectent particulièrement les peuples autochtones et qui les rendent encore plus vulnérables au changement climatique. Énormément d'expropriation, de prise de contrôle par des grands groupes, donc de prise de terre, hein, ça se passe partout en Afrique. Ces entreprises sont soutenues par des gouvernements, on ne peut rien y faire. Deuxièmement, on peut parler de la mise en œuvre de la Déclaration des droits des peuples autochtones dans des pays individuels. Nous travaillons avec des divers gouvernements, avec la Commission africaine pour voir s'il est possible de demander des comptes au gouvernement vis-à-vis du respect des droits et de voir si on peut générer un changement par cette voie pour nous assurer qu'effectivement les droits des peuples autochtones sont respectés par tout le monde, et y compris par des grandes entreprises. Parce que clairement dans cette lutte, les peuples autochtones perdent dans cette lutte-là, et si les peuples autochtones perdent, alors cette lutte est mal embarquée contre le changement climatique. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? Oui. Tout d'abord, concernant du coup, effectivement, le gouvernement qui inclut donc les technologies autochtones, c'est important. Nous avons des groupes ethniques dans ce pays qui ont des jardins flottants ou des systèmes agricoles dits flottants. Nous avons un système dans des lacs. On se sert de manière très ingénieuse de l'environnement du lac pour construire en fait des mini-îlots avec des cultures sur ces îlots. Ils produisent de la tomate particulièrement qui est très connue dans leur région. Donc voilà, on peut parler de systèmes agricoles comme celui-là, de technologie autochtone. Eh bien, le gouvernement a inclus cette technologie autochtone dans le processus de CDN. Mais il y a encore beaucoup à inclure, hein, à intégrer, et pas uniquement ce type de technologie spécifique que je viens de citer. Voilà, donc c'est pour parler du cadre des CDN. Il y a d'autres exemples que l'on constate également, particulièrement quand on parle du changement climatique, eh bien, la façon dont les peuples autochtones comprennent et analysent le temps, la météo. Donc certains groupes autochtones observent la façon dont les oiseaux volent. S'il y a un grand groupe d'oiseaux, ça peut annoncer des chutes de pluie. Le son également de la grenouille, pour eux, c'est un signe en gros. Si la grenouille s'approche de la lumière, ça veut dire qu'effectivement la pluie approche. Et au début de l'hiver, par exemple, on observe certains fruits, certaines fleurs et leur étape de mûrissement. C'est également lié à la pluie. Ils regardent également, par exemple, le miel, s'il est épais ou pas, c'est annonciateur des chutes de pluie. Ils écoutent les cris des chats sauvages, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme celui-là. Il y a énormément de savoirs autochtones qui permettent d'analyser le temps. Il y a des choses toujours à faire et à ne pas faire pour éviter des catastrophes. Voilà, de choses qui se font vraiment, qui se disent de manière quotidienne. S'il y a un serpent entre dans le village, par exemple, ça veut dire qu'un danger menace le village également. D'ailleurs, ouais, beaucoup de gens mangent des serpents aussi parmi ces groupes autochtones, mais si c'est un serpent qui entre dans le village, alors il ne faut surtout pas le manger puisque justement c'est lié c'est un signe annonciateur, il ne faut surtout pas toucher le serpent. Donc voilà, des choses comme celle-là. Autre chose importante qu'il faut faire à présent, c'est
transférer cela aux générations futures. On a parlé des systèmes d'importance de l'éducation, de ces systèmes d'éducation autochtones. On ne peut pas perdre cela, sinon on va perdre ce savoir. Avec les savoirs autochtones, on a réalisé que, par exemple, les phénomènes naturels par le passé avaient des intervalles réguliers. Maintenant, ça n'a plus rien à voir, c'est complètement déréglé. Et les catastrophes arrivent beaucoup plus souvent. Donc c'est des signes encore plus forts hein, de la menace, ce qui pèse sur notre environnement. Donc il y a beaucoup d'exemples à citer, effectivement, puisque il y a beaucoup de peuples autochtones de savoir. Thank you, Daly, and again, thank you to all the presenters. Alors merci à tous les intervenants. Alors nous n'avons plus beaucoup de temps, mais c'est vrai qu'il reste encore des questions dans le chat. Donc nous allons nous concentrer sur les questions, les dernières questions qui ont été posées. Oui, puisque c'est une plateforme d'apprentissage et d'échange. Alors je vais demander à mon collègue qui suit un peu ces questions de près. On va essayer. Tom, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais relever donc la question suivante? Oui, bien sûr. Merci Eli, merci aux panélistes. Bonjour à tous. Nous avons reçu une question de Lauren de l'Institut de Résilience. Elle aimerait savoir s'il y a, je cite, une différence entre les savoirs autochtones et les valeurs autochtones, en considérant que la connaissance dérive des valeurs. Elle aimerait savoir comment est-ce que les savoirs et les valeurs autochtones peuvent informer les décisions politiques. Question similaire de David qui demande concrètement dans quelle mesure enfin, quelle étendue de connaissances autochtones pouvons-nous partager pour mieux comprendre dans quel contexte précis se former cette connaissance. Donc voilà, plus sur la relation entre les valeurs et les savoirs. Merci Tom, je pense que c'était effectivement une très bonne question. Je ne sais pas laquelle de nos panélistes voudrait intervenir. Je vois Victoria qui lève la main. Allez-y. Alors je peux partager la perspective inuit là-dessus, c'est tout. En tout cas pour nous, les valeurs font partie c'est un aspect de notre savoir. C'est un savoir qui est transféré entre les générations. C'est très dur de séparer en fait les deux hein, vis-à-vis de la deuxième question. Comment est-ce qu'on utilise le savoir autochtone sans contexte à ces valeurs? Chez les Inuits, on cherche à aboutir à une souveraineté de notre savoir, de nos données, mais nous voulons bien partager cela lorsqu'il y a une fonction spécifique à remplir et que nous sommes d'accord avec cela. Mais nous croyons également que lorsque cette fonction a été remplie, alors ce savoir doit rester chez nous, puisque sans cette compréhension des valeurs, ce savoir perd beaucoup d'intérêt en fait, et perd aussi beaucoup de nuances et de profondeur, puisque ce n'est pas juste que une information factuelle, hein, tout ça c'est cette information factuelle, et puis autour de ça, beaucoup de profondeur, de nuances, de détails. C'est une perspective très globale, très holistique sur ce savoir que l'on perd, donc si c'est dans les mauvaises mains. Et j'observe ce genre de choses très fréquemment, honnêtement. Il y en a beaucoup d'exemples, par exemple, qui démontrent que parfois le savoir autochtone est utilisé contre nous.
Des fois, parfois les communautés sont pénalisées en fait pour avoir fait un partage d'informations. Ça revient à la question de confiance aussi. Donc voilà, nous partageons les informations dans le but de créer un monde meilleur. Mais nous espérons que ces savoirs ne seront pas utilisés contre nous. Donc nos valeurs sont centrales à tout ce qui touche à notre savoir. Je ne pense pas qu'on peut les séparer. Merci Victoria. I see Naomi also put her hand up. Alors je vois que Naomi a également levé la main. Alors, je dirais la même chose, je pense. La culture, le savoir, les valeurs sont liés. Il est extrêmement difficile de les séparer et d'en extraire un. Une valeur est liée à un aspect de la culture. Moi, je peux parler comme Maasai, par exemple, mais je peux parler à l'ensemble de l'Afrique et aux communautés autochtones. Et j'aimerais savoir ce qu'ils en pensent aussi. Mais si je me base sur la culture Maasai dans laquelle j'ai grandi, les valeurs sont liées à la spiritualité, à les relations. C'est lié au comportement, au traitement d'autres personnes, au traitement de l'environnement. Donc voilà, on peut extraire ce type de données, mais dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est dur de séparer ces choses-là. Merci. Thank you, Naomi. Merci Naomi. Yi, did you want to add to that, or Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Naomi? Non, c'est bon, je veux simplement confirmer, soutenir ce qu'ont dit mes prédécesseurs. thank you. And if I may, I think one of the challenges here Si je peux me permettre, eh bien, je pense que l'un which brought on des défis principaux qui amènent point about how it's ces very questions, separate them is I think in Western je pense que dans culture, les cultures we've been occidentales, whether it's through Hollywood que ce movies soit, alors je sais pas si c'est passé par Hollywood, hein, ou par les films, mais portrayal of indigenous on a toujours une certaine idée des peuples autochtones et une représentation de leur savoir, et ça a été présenté très souvent comme une culture plutôt que comme un savoir finalement. Donc c'est pour ça, je pense qu'on a du mal aussi à faire cette distinction. Donc j'apprécie beaucoup vos perspectives là-dessus. Tom, il y a encore deux questions d'une personne autochtone en Asie. Première question, on demande plus d'exemples de savoir autochtones et leur application dans le changement climatique. Deuxième question, on parlait de la perte des savoirs autochtones dans les systèmes occidentaux. Je voudrais savoir si les panélistes ont des exemples qui montrent que parfois le savoir autochtone est intégré dans les systèmes voilà, d'éducation. Thanks, Tom. I see. Merci Tom. Je vois que II veut bien répondre. Oui, je voudrais parler des systèmes d'éducation. En Asie, il y a des initiatives lancées par les autochtones eux-mêmes pour généraliser le savoir autochtone dans l'éducation, pour partager ce savoir notamment dans les maternelles, les crèches, et l'intégrer dans les curriculums. Donc, je l'ai vu dans différents endroits d'Asie. Il y a des groupes qui cherchent également à maintenir ce savoir en le transférant. Ça passe parfois par des initiatives de groupes religieux, mais il n'y a encore aucun désir politique d'agir sur cette question et aucun programme gouvernemental. Donc ça se fait plus au local. Même, vous savez, pour apprendre notre propre langue, hein, c'est interdit à certains échelons, à certaines périodes. Donc aujourd'hui, dans le droit, dans l'éducation, nous pouvons apprendre notre propre langue à l'école, mais le soutien n'est pas encore suffisant. Les curriculums sont encore en cours de développement, mais nous pourrions apprendre nos langues en partie intégrante du curriculum. Ce serait une étape considérable, mais il faut plus de soutien.
Nous devons maintenir, sauvegarder nos traductions. C'est pour cela qu'il est aussi intéressant de croiser un peu ces deux types de systèmes, occidental et autres. Mais à l'avenir, j'espère que nous pourrons mobiliser plus de soutien. Merci, II. Est-ce que les autres veulent réagir peut-être? Vous avez peut-être des exemples, des cas d'application concrètes dans le contexte du changement climatique? Naomi? Il me semble que le système éducatif met en place un curriculum fixe. C'est très souvent le cas en tout cas. Récemment, au Kenya, il est devenu de plus en plus facile, par exemple, de changer certaines règles comme la durée des vacances. Donc, par exemple, les vacances durent maintenant 2 mois. C'est plus de temps qu'on peut utiliser pour apprendre d'autres choses. Et il y a des choses voilà, qui sont plus dures à faire en période scolaire. Donc voilà, par exemple, ça a pu se faire ici au Kenya. Alors, bien sûr, il faut que le système éducatif permette l'intégration du savoir autochtone. Donc c'est faisable, mais il faut aussi convaincre les autorités que ce savoir est pertinent, puisque voilà, expliquer que le changement climatique modifie tout, notamment les moyens de subsistance. Mais effectivement, ça nécessite également une volonté politique de faire cela, et donc ça demande de la persuasion. Voilà, merci. Merci, Naomi. Tom va peut-être passer à la prochaine question. Oui, on a une question de Madame Samy. Étant donné que la validation se fait dans le système de connaissances, est-ce que le savoir indigène, autochtone et non autochtone ne pourrait pas être complémentaire dans ce sens-là? Ah oui, Victoria. Oui, merci. Oui, c'est très intéressant selon moi en tant que scientifique et chercheuse et comme membre d'une communauté autochtone. La connaissance scientifique et le savoir autochtone regroupent différentes informations, mais sont très importants. Oui, par exemple, dans mon travail de gestion des espèces et des terres, on voit que les scientifiques sont très bons pour les progrès scientifiques, pour les simplifier les choses. Par exemple, il y a des progrès très avancés de pointe, mais on a besoin des communautés autochtones autant que n'importe quoi d'autre. On a besoin de toutes les informations qu'on peut rassembler, mais le savoir autochtone est très bon. Par exemple, la création de données. On rassemble les données depuis très longtemps. Ou par exemple, si on essaye de savoir quelle était la population de l'Arctique au cours des 600 dernières années. Par exemple, ce travail est très chronophage, est très cher, demande beaucoup d'analyse de données, mais le savoir autochtone peut nous permettre d'atteindre ces données beaucoup plus rapidement. Ils ont des compilations d'informations qui sont essentielles. Le travail également qui est impliqué pour la collection des données. Les chercheurs dans l'Arctique viennent 2 semaines par an, par exemple. Ils ne prennent pas d'échantillons à d'autres moments de l'année. Donc, les données viennent de nos observations, de notre travail. Et on peut avoir une validation dans notre propre système. Mais le savoir autochtone peut aider à valider les savoirs scientifiques et pas l'inverse. Moi, je ne crois pas en ça, mais il y a beaucoup d'exemples
que je pourrais partager. Et il y a beaucoup de scientifiques qui demandent une validation de données, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs peuvent survenir et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a tellement de raisons qui expliquent que les communautés autochtones peuvent participer à nos recherches et à nos projets. Ils sont donc complémentaires et il y a bien d'autres exemples, en particulier quand le savoir autochtone et le savoir scientifique disent des choses différentes. Merci Victoria. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Voilà, je vois que Tom hoche de la tête. Tom, on n'entend pas très bien l'orateur. Il y a des questions dans le chat. Il n'y a plus de questions dans le chat, pardon. Je voudrais rebondir sur ce que Victoria a dit. Ce serait intéressant de regarder, de pencher sur les exemples où le savoir autochtone et les savoirs scientifiques sont en conflit. Vous avez dit que c'était rare et c'est une bonne chose, mais vous avez peut-être des exemples où ça peut, par exemple, quand ça peut arriver? Oui, si la question m'est adressée, je vais répondre. Dans les années 70, on parlait beaucoup de la gestion des ressources, savoir comment on était impliqué là-dedans. Et il y avait une communauté de 4000 personnes et il y avait un moment où les scientifiques étaient venus pour estimer la population des baleines et on a vu que cette population était en déclin. Et avant de parler à la communauté, ils en ont parlé au gouvernement et le gouvernement a imposé une interdiction sur la pêche à la baleine. On étant au nord, on est 71 degrés au nord, je pense. On n'a pas beaucoup d'options. On n'a pas d'accès au supermarché, par exemple. Donc, c'était vraiment un danger pour nous, pour nous nourrir. Et des personnes se sont réunies et on dit voilà, notre savoir ne nous dit pas ça et les scientifiques sont revenus et les membres de la communauté ont parlé avec les scientifiques et on dit vous venez ici pour faire des échantillons et la population a dit non, si vous n'êtes pas au bon endroit, ne viennent pas ici pendant cette période de l'année et les autochtones les ont conduits au bon endroit et les scientifiques n'auraient jamais pensé à chercher là-bas et ils sont parvenus à renverser la décision l'année suivante, mais pour cette année-là, ça a été très difficile pour nous parce que ça fait partie d'un moyen de subsistance et ça a été vraiment très difficile pour nous. Ça a eu un impact très extrême sur notre communauté et depuis lors, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait mieux contrôler ces processus. Et c'est un moment à marquer une pierre blanche, puisqu'il y a eu un problème avec la recherche scientifique, mais il y a eu d'autres exemples par la suite. Heureusement, on arrive à une situation où les chercheurs sont plus ouverts aux interactions avec les populations autochtones. Mais même, on se rend compte qu'on manque d'informations de base, par exemple au niveau de la biologie. Et il faut impliquer les communautés autochtones dans ce genre de travail. Merci d'avoir partagé ça avec nous, c'est très intéressant. Je sais que l'on a bien dépassé le temps qui nous était imparti et je me tourne maintenant vers Daly pour résumer. Est-ce que Tom, il y a encore une dernière question avant que l'on conclue? Il y a une dernière question qui vient d'Alberto.
Salamando, et il demande s'il y a des situations où un détenteur de savoir autochtone n'a pas voulu partager. Excusez-moi, le son est vraiment mauvais. Et il y avait un conflit entre les détenteurs de savoir autochtones ou non. C'est une question intéressante. Qui veut répondre? Try to address that one for us. It's a challenging question. C'est effectivement une question difficile. Voilà, je ne vois pas de main de la part de nos orateurs et je comprends tout à fait. Bon, je ne suis pas sûre. Voilà, je ne peux pas répondre à cette question. Why don't I turn it over Pourquoi, voilà, je vais me tourner maintenant vers Delhi. Pour conclure la session, elle aura peut-être une piste de réponse. Et encore merci merci à nos orateurs pour cette session très, très riche. Laissez-moi vous remercier les orateurs pour leur travail, leur connaissance sur le savoir autochtone. Je me réjouis de leur implication et de leur participation lors des autres webinaires qui nous attendent sur ce sujet essentiel. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'aujourd'hui, c'était très indigène, très autochtone. Hein. Il y a un degré de respect pour les présentateurs, les orateurs. Et pour moi, c'est essentiel puisque illustre la distinction entre la façon dont les peuples autochtones interagissent les uns envers les autres est important également pour ceux qui veulent interagir avec les détenteurs de savoir autochtones, le fait que vous avez besoin de temps pour le faire. Et ça a été un point qui a été soulevé dans certaines présentations. Les institutions qui viennent, les chercheurs qui vont des financements et puis qui les perdent. Voilà, ici, on voit que le savoir, les détenteurs de savoir autochtones et les communautés autochtones sont plus stables, restent. Il y a aussi, on a parlé de la vulnérabilité des communautés. Naomi en a parlé, en particulier, ils sont vulnérables au changement climatique. Il y a une fragilité des conditions. Et la réalité des peuples autochtones, c'est la réalité des peuples autochtones dans leur environnement. La diversité également. On n'a eu que 3 présentations aujourd'hui, mais il y a une grande diversité. Victoria a parlé même de la diversité dans la communauté inuite qui couvre un territoire très vaste, des régions bien différentes. Le message de la façon dont le savoir autochtone est intimement lié avec l'environnement dans lequel on vit et on évolue. L'environnement est lié directement à la santé des gens, la santé des détenteurs de savoir autochtone et ça fait partie de ce savoir. J'ai apprécié l'illustration des éléments clés de savoir autochtone. D'un point de vue autochtone, tout est en interaction et tout est lié. Le savoir qui est détenu n'est pas en silo, ne se planche pas sur une espèce en particulier, mais tout est lié et tout est connecté. Le message de savoir autochtone qui n'est pas statique, c'est tout à fait crucial. Et il y a plein d'autres choses qui ont été dites que je voudrais lier, mais le message de
des personnes plus âgées qui veulent garder les enfants à la maison, qui n'allent pas à l'école, pour partager les savoirs de génération en génération. C'est essentiel pour de nombreuses raisons, mais qui illustre l'impact du colonialisme, l'impact que cela a eu sur les peuples autochtones et qui dévalue le savoir autochtone. Mais en contrepartie, d'un autre côté, il y a l'exemple que Victoria a partagé avec nous par rapport à l'ours polaire et l'importance du savoir autochtone qui valide les réelles conditions en particulier des peuples autochtones, qui est ce qu'ils observent, ce qu'ils contrôlent et ce dont ils sont conscients. Et ils ont une perception différente. Je vais utiliser le mot de la science occidentale. Voilà des choses dont les scientifiques occidentaux ne sont pas conscients. Et donc, il y a le contenu et le périmètre du savoir autochtone. Le message de la reconnaissance des autochtones. On a besoin d'une reconnaissance du savoir autochtone. Et II l'a très bien souligné. Il y a un manque. Les droits, le cadre du droit des hommes existe dans la Déclaration des Nations Unies. Il y a d'autres instruments, mais voilà, Victoria en a parlé également. La souveraineté, l'autodétermination dans le domaine du savoir autochtone et dans un contexte plus large dans le secteur de la recherche. Donc, c'est essentiel et cela montre le travail incroyable qui a été fait et qui sera encore fait d'un point de vue de ce point de vue-là. Et on en parlera dans les autres webinaires. Le commentaire également qui a été fait sur qu'est-ce que le savoir autochtone et qu'est-ce qui ne fait pas partie du savoir autochtone. Et je pense que on a besoin de se pencher davantage sur la question, sur cette distinction. On a besoin d'élaborer davantage sur ce sujet. Notamment, c'est un travail qui attend les détenteurs des savoirs autochtones et vous également. Il y a d'autres choses que je pourrais également commenter. Mais les deux derniers points que je voudrais faire, c'est la question de la validation et des approches qui sont utilisées pour valider les informations. C'est fascinant. Ça fait partie du savoir autochtone et on a besoin également là de plus de discussions et d'élaboration par les peuples autochtones et par d'autres acteurs également. Et donc, ce problème de confiance est clé pour les peuples autochtones, mais également la reconnaissance et le respect du savoir autochtone est légitime. C'est une forme légitime de savoir et tout ce qui le soutient, tout ce qui soutient le système de savoir, les valeurs des peuples autochtones se sont révélés dans ce court séminaire. Ce sont mes commentaires en ce qui concerne les présentations d'aujourd'hui. Je sais qu'il y a bien d'autres choses très sages qui ont été mentionnées ici, mais je pense que il y a eu d'autres commentaires et on en parlera sûrement d'ici la fin de ces activités, après ces 4 webinaires. En ce qui concerne les informations supplémentaires sur les 3 webinaires qu'il reste, je voudrais vous diriger vers le site de la CNUD et en allant sur le groupe de travail de facilitation et les activités. Ma collègue Joanna partage cette information maintenant à l'écran. Pour ceux qui veulent davantage d'informations, s'il vous plaît, veuillez noter le site qui est ici à l'écran et
vraiment remercier tous les orateurs et je me réjouis de votre participation et de votre aide, la aide que vous allez nous apporter pour nous assurer que cette activité ne s'arrête pas ici, mais se poursuive dans les 3 webinaires qui nous attendent et également dans le conseil, dans l'activité de la CNUD en interne, mais en externe. Merci beaucoup de ma part. Et j'invite maintenant Eli à conclure avant de vraiment finir cet appel. Merci beaucoup, Deli, merci beaucoup ce résumé. Je voudrais simplement vous rappeler de ce qui arrive après cela. Donc consultez le site, on vous l'a dit. Mais à part cela, eh bien, notre prochain webinaire, ce sera le 21 janvier. Donc voilà, gardez les yeux ouverts, on vous enverra une invitation par mail, ce sera plus ou moins la même heure du jour. Et à part cela, eh bien, la plateforme aura un nouvel événement qui, dans le cadre du dialogue climatique de la CNUC. Cet événement se concentrera sur les protocoles de sécurité, les bonnes pratiques, le partage de savoirs et d'expériences pour l'adaptation, la résilience au changement climatique. Donc nous vous encourageons évidemment à participer à ces événements. Là-dessus, je veux ajouter exprimer ma gratitude aux panélistes, mais également aux participants et aux participantes, notamment à celles et ceux qui ont posé d'excellentes questions. C'est votre participation, évidemment, qui fait vivre ce genre de webinaire, de dialogue, qui les rend utiles. Je voulais également remercier Daily, qui est ma coprésidente, mais également Joanna, qui travaille avec Daily, Tom, qui fait le travail un peu des petites mains en coulisses pour que tout fonctionne. Je remercie évidemment aussi le secrétariat pour leur soutien. Voilà, merci à toutes et à tous. Oui, Naomi, Victoria, et merci à vous. On reste en contact et on continuera de demander vos perspectives et vos opinions sur le savoir autochtone. Voilà, merci. C'est la fin de notre webinaire, premier webinaire. Il en reste 3. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir à toutes et à tous.